12 dernières heures, nous avons de nombreuses mises à jour intéressantes. Alors commençons et d'abord parlons de la ville de Koursk, car selon nos informations, il y a eu une réunion la nuit dernière entre le chef d'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, Valery Gratin, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Donc, Poutine est venu à Koursk dans le but d'enquêter et de discuter de la situation qui se déroule actuellement sur le territoire. Bien sûr, pour obtenir les derniers rapports et les dernières données concernant la situation sur le terrain. Et dans cette vidéo, nous pouvons voir exactement le moment où Vladimir Poutine a probablement répondu au quartier général principal du groupe de forces Nord, quelque part dans les environs de la ville de Koursk. Et de nombreuses déclarations, de nombreuses choses très importantes ont été discutées par les deux procédures président et Valery Joradimov. Alors discutons des sujets les plus importants. Le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion mercredi dans l'un des postes de commandement du groupe de Koursk, où il a donné pour instruction de réfléchir très sérieusement à la création d'une zone de sécurité le long de la frontière russo-ukrainienne. Poutine a fixé la tâche de vaincre enfin les Ukrainiens dans la région de Koursk dans les plus brefs délais. Au cours des 6 derniers mois, 90% des pertes de personnel et 40% des pertes d'équipement des forces armées ukrainiennes se trouvent dans la région de Koursk. Cela a été déclaré par Valery Jorazimov. La Russie traitera les soldats ukrainiens capturés dans la région de Koursk comme des services. Les mercenaires étrangers ne sont pas couverts par la Convention de Genève. Le personnel militaire russe a traversé la frontière à plusieurs endroits et est entré dans la région de Sumo en Ukraine. Gerasimov a rapporté que plus de 400 soldats des forces armées ukrainiennes ont été faits prisonniers dans la région de Koursk. Plus de 600 militaires ont participé à l'opération pour passer par le pipeline en soldats. Donc de nombreuses déclarations importantes ont été faites par le président de la Fédération de Russie. Mais comme nous venons de le discuter, le plus important, c'est que le président a suggéré à Valery Joradimov de réfléchir à la manière de créer une zone tampon sur le territoire de Sumy le long de la frontière ukrainienne et russe. Et bien sûr, cette déclaration est très importante car actuellement les pays occidentaux essaient de forcer les Russes à entamer quelque chose comme un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu de 30 jours qui permettrait aux Ukrainiens de se regrouper, de se réarmer et probablement ensuite de continuer la guerre avec les Russes. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose que les Russes accepteront. Et bien sûr, sur la base de cette zone tampon, nous commençons actuellement à recevoir beaucoup de spéculations, beaucoup de projections, beaucoup de discussions et de rumeurs sur ce que les Russes prévoient exactement de faire. Et la majorité des expositions militaires et politiques croient que les Russes vont continuer leur opération offensive profondément à l'intérieur du territoire de Sumo, dans le but de s'approcher le plus possible de la ville de Sumo elle-même. Donc, selon, disons, la majorité des experts militaires, les Russes, au cours des prochains mois, probablement pendant le processus de négociation, essaieront de prendre le contrôle de tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette ligne rouge. Donc, dans le but de s'approcher le plus possible et de créer cette zone tampon. Mais si vous me demandez mon avis, je crois que les Russes ne vont pas faire cela. Et si les Russes avaient une chance de lancer une dernière opération offensive, car les Russes comprennent que tôt ou tard le conflit sera réglé par les Russes et les États-Unis d'Amérique. Et disons que les Russes ont juste une seule chance, juste une opération offensive. Et maintenant, ils doivent les comprendre, réfléchir à ce qu'il faut faire. Comment obtenir les meilleures positions possibles avant une éventuelle prochaine guerre qui pourrait avoir lieu probablement même à la fin de cette année, peut-être au cours des prochaines années. Et bien sûr, les Russes essaieront d'améliorer leur position de manière significative. Et pour dire la vérité, les Russes essaieront, si cela se produit, bien sûr qu'ils essaieront tout d'abord de se sécuriser. Et en prenant le contrôle des territoires autour de la ville de Sumo, cela n'autorisera pas les Russes à réduire les risques et les menaces provenant du territoire ukrainien. Parce que si vous vous souvenez, il y a plusieurs jours, avant la réunion en Arabie Saoudite, les Ukrainiens ont lancé une attaque massive de drones sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie. Et le nombre principal de drones a attaqué le territoire de la capitale de la Fédération de Russie, Moscou. Les Russes ont rapporté qu'ils ont réussi à abattre jusqu'à 337 drones du côté ukrainien, déstabilisant la trêve. Il n'y a qu'une seule région, une seule ville aujourd'hui que les Ukrainiens utilisent. Alors attaquez la ville de Moscou. Et c'est cette poche. C'est la poche le long de la frontière de Briand et de celle avec Koursk. Et cela vient du côté ukrainien. C'est le territoire de la région de Tchernigov et de la région de Sumo. Donc cette poche. Et nous croyons que si les Russes ont juste une chance, juste une dernière opération offensive, et ensuite, il y aurait quelque chose comme un cessez-le-feu et quelque chose comme ça. Bien sûr, les Russes essaieraient de couper cette poche. Donc parce que les Ukrainiens utilisent ce territoire pour attaquer Moscou.
C'est pourquoi ils doivent réduire la distance. Ils doivent augmenter la distance pour les forces ukrainiennes et faire entrer leurs troupes dans cette poche. De plus, en parlant de ce territoire, actuellement la longueur de la ligne de front dans cette zone est d'environ 300 km. Donc les Russes doivent maintenir des forces le long d'une ligne de 300 km. Donc c'est ça. 307 km, c'est bien sûr. C'est comme doucement. Évidemment, la distance est plus grande car il y a beaucoup de virages et bien d'autres choses. Mais si les Russes parviennent à prendre cette poche sous leur contrôle complet, dans ce cas, la distance ne serait que de 174 km, donc 2 fois moins. Presque 2 fois moins. Une autre chose importante, c'est que les Russes essaieront très probablement d'établir leur zone tampon exactement dans cette zone. Car à partir de ce territoire, les Russes essaieront très probablement de prendre le contrôle de la ville de Kanto. Cet établissement était sous le contrôle total des Russes pendant la première phase de l'opération militaire spéciale en 2022, avant que les Russes ne décident de se retirer de ce territoire. Mais une fois sous contrôle, cet établissement permettra aux Russes tout d'abord de couper l'approvisionnement entre la ville de Sumo et la ville de Kiev elle-même. Ce qui permettra probablement aux Russes, si le conflit se renouvelle à l'avenir, d'attaquer Sumo très rapidement et de prendre l'établissement sous contrôle total. De plus, par cette attaque, les Russes seront en mesure de résoudre l'un des problèmes les plus importants et d'obtenir l'un des avantages les plus importants du conflit possible à venir, qui est de raccourcir la distance entre les positions avancées russes elles-mêmes et la capitale de l'Ukraine, Kiev. Depuis ces positions, la distance jusqu'à la capitale de l'Ukraine serait inférieure à 180 km. Et c'est déjà le cas, les Russes ont plusieurs systèmes de missiles qui peuvent attaquer la ville de Kiev depuis ces positions sans aucun problème. Donc les Russes prendront Kiev pour cible. Et cela permettra bien sûr aux Russes de forcer l'Ukraine à agir avec des opérateurs de drones. Les positions de missiles ukrainiennes manquent de grandes positions aussi loin que possible de la frontière, profondément à l'intérieur du territoire, s'entraînent quelque part dans la région de Poltava, la région de Kiev et le long du fleuve Dnipro. Et par cette opération, les Russes pourront d'abord sécuriser la ville de Moscou, la capitale de la Fédération de Russie. Donc, nous croyons que lorsqu'il parle de la zone tampon, tout d'abord, Poutine parlait de quelque chose comme ça, car attaquer la ville de Sumo. C'est la plus grande ville jamais, et probablement Sumo. Si les Russes décident un jour d'attaquer la ville de Sumo dans le but de prendre ce territoire sous leur contrôle total, c'est essentiellement la plus grande ville que les Russes disent avoir été contraints d'attaquer. Donc Bakhmut et beaucoup d'autres. Et disons, d'autres établissements qui sont bien moins significatifs en comparaison avec Sumy. Et évidemment, les Russes comprennent que pour prendre d'assaut Sumy, ils devront mobiliser jusqu'à 2 ou 300 000 soldats, et les pertes seront significatives. Mais en parlant de ces champs, de la force, etc., évidemment les pertes seraient beaucoup plus faibles, et les Russes seraient capables de prendre beaucoup plus de territoire en comparaison avec une possible opération offensive estivale. Donc nous pensons que cela va être quelque chose comme ça. Tout d'abord, les Russes doivent forcer les Ukrainiens avec des opérateurs de drones et des forces de missiles à s'éloigner de la frontière. Mais en prenant Sumy et le contrôle, c'est ça. Cela ne résoudra pas ce problème. Maintenant, discutons de la situation. Continuons avec la direction montant car nous recevons différentes mises à jour de ce territoire pendant les nuits précédentes. La carte a été mise à jour, comme vous pouvez le voir. Comparons la carte entre les dates. Par exemple, voici la situation. D'ici la fin du 12 mars 2025, les Russes ont fait une première tentative pour attaquer la colonie de Bazovka. Les Russes ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs lignes d'arbres, et ils prévoyaient de continuer à avancer. De plus, les Russes ont établi un contrôle total sur la ville de sur elle-même au sud et sur le village de Merny. Et les Ukrainiens, au matin du 30 mars, contrôlaient probablement seulement 30% de l'ensemble de l'agglomération de soldats. Mais comme vous le voyez, le matin du 30 mars 2025, les Russes ont répondu à Bazovka. Et aujourd'hui, nous avons même une vidéo publiée par l'Ukraine. Dans cette vidéo, nous pouvons voir les Russes se déplacer librement le long de la rue principale de la localité de Bazovka du nord dans celle-ci. Du sud au nord en direction de la frontière. Les Ukrainiens essayaient de bombarder les Russes, mais cela ne les a pas aidés. Donc, fondamentalement, la partie de la colonie de Bazovka, qui est située du côté russe de la rivière de Loki, est déjà sous contrôle russe complet. Ainsi, nous voyons que les Russes ont réussi à réduire la distance entre les positions possibles en bordure et la route Vivantaine de Vré, c'est à un minimum de 3 km, ce qui est déjà complet après le retrait du contrôle. De plus, les Russes, selon le groupe de Force Nord, selon leur déclaration officielle publiée sur leur chaîne Telegram, les Russes ont réussi à établir un contrôle total sur le village nommé Milovoye.
C'est le village de Milevoie. Les Russes ont sécurisé le village de Padol et bien sûr, les Russes ont réussi à sécuriser le village de Soldier lui-même. Donc, en parlant de ces territoires, le reste de la région de Soldier, il ne reste que cette colonie avant que les Russes ne puissent forcer les Ukrainiens à se replier complètement. Nous parlons de Zaliachanka, mais nous croyons que ce village sera pris par les Russes aujourd'hui. L'établissement de Gonchorovka, probablement d'ici la fin du 14 mars, et plusieurs autres villages le long de la frontière. Golivka, Ayashinka, Goujova, et l'établissement de Garnal, qui sera très probablement le dernier établissement à être libéré par les Russes. Et probablement pas aujourd'hui ni demain, mais probablement dans les prochaines semaines, peut-être même que les Ukrainiens abandonneront leur position de cet établissement lors du règlement de paix, lors du règlement du conflit. Donc, nous ne pouvons pas dire avec certitude car ce village est très éloigné des principales positions russes. Et nous doutons que les Russes viennent ici s'ils lancent cette opération offensive de zone tampon. Donc, c'est difficile à comprendre maintenant. Les Russes continuent l'offensive. Les Ukrainiens essaient de se retirer. Retraite. Les Ukrainiens ont des problèmes d'équipement. Par exemple, dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Russes ont commencé à bombarder une attaque contre les forces armées de l'Ukraine avec des systèmes de lance-roquettes multiples pendant qu'ils se retiraient. Dans cette vidéo, un peu plus à l'ouest de la localité du Nakivka, nous avons une autre vidéo montrant comment les Russes étaient actifs, courant et attaquant des véhicules et équipements définis qui tentaient d'évacuer des soldats blessés probablement de la localité du Naki. Et que les Ukrainiens subissent effectivement des pertes importantes et continuent de souffrir. Donc pour l'instant, il y a encore plusieurs positions sur le territoire du soldat. Mais encore une fois, nous pouvons commencer à compter cela avant que la situation ne soit terminée. Pendant la nuit précédente, les Russes publient des vidéos montrant comment ils hissaient des drapeaux à différents endroits de l'agglomération de soldats. Dans cette vidéo, nous pouvons voir au moins que les Russes ont hissé le drapeau dans le village de Kazachi-Lokna, sur le toit de l'église. Donc nous voyons avec les Russes. D'abord, ils ont annoncé avoir pris le contrôle de la scène, mais maintenant ils ont juste levé la vidéo avec le drapeau. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment le drone russe a filmé les conséquences des affrontements pour la ville de Sur et un autre drapeau russe. Et bien sûr, si nous comparons sur à Volkansk, nous voyons que les Russes ont probablement sauvé jusqu'à 70% de la localité. Ce qui signifie que dans un avenir très proche, les civils pourront probablement retourner chez eux et commencer le processus de reconstruction. Donc, c'est la situation de toute façon, malgré toutes ces choses. Malgré le fait que les Russes vont probablement continuer l'opération militaire spéciale jusqu'à ce qu'ils prennent. Jusqu'à ce qu'ils créent une zone tampon. Nous voyons que les pays occidentaux et l'Ukraine prévoient d'arrêter le conflit, au moins pour se reposer. Mais malgré toutes ces choses, les Ukrainiens continuent l'escalade et continuent probablement d'attaquer les points faibles et les positions faibles des Russes sur le territoire de l'Ukraine. Par exemple, aujourd'hui, nous avons reçu un rapport selon lequel un projet de loi sur l'interdiction totale de l'utilisation de la langue russe dans les écoles a été soumis à la Verkhovna et l'interdiction devrait également s'appliquer aux pauses et aux heures après l'école. C'est donc la situation qui se passe en Ukraine. De plus, la Russie, selon les informations dont nous disposons, veut remplacer Zelensky en installant un régime fantoche. Cela a été déclaré par le Financial Team. La publication rapporte que la Russie insiste sur un cessez-le-feu uniquement après un règlement final, au lieu d'une trêve incertaine de 30 jours rapides. Moscou a également notifié qu'il a besoin de recevoir des garanties de neutralité de Kiev et a accepté de limiter le nombre des forces armées ukrainiennes à 50 000 soldats. Ce qui signifie que les Ukrainiens seront complètement incapables de protéger leur propre État de quiconque. Mais malgré toutes les exigences russes, l'Ukraine et malgré un possible cessez-le-feu, l'Ukraine continuera la mobilisation même si les événements de 30 jours de cessez-le-feu comme secrètement déclaré par Kostinka, secrétaire du Comité radical sur la sécurité nationale. Bien sûr, tout cela pourrait n'être que des vœux pieux de la part de l'Ukraine. Une chose que nous savons avec certitude, c'est que Trump a dit que la délégation américaine se rendait à Moscou pour négocier un cessez-le-feu. Il espérait que la Russie répondrait positivement, et nous savons qu'avant le processus de négociation entre les États-Unis, la délégation et la délégation russe se produisent, nous savons qu'aujourd'hui Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, va avoir une réunion avec le président de la Biélorussie, Loukachenko. Et après cette réunion, le président Poutine va donner une conférence de presse. Et selon nos informations, il va parler de l'Ukraine et probablement donner des aperçus sur les positions russes. C'est tout pour la vidéo sur la chaîne de résumé militaire, la violence dans le monde. Merci de regarder. Abonnez-vous, mettez vos likes, mon patron et bonne journée. Au revoir.